Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les lois électorales sont entrées en vigueur à Madagascar. Toutes les lois ont été promulguées par le président malgache. De son côté, l'opposition continue de réclamer la démission du chef de l'État en attendant la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Le processus de révision de la Constitution a été lancé en Somalie. Un processus qui sera financé à hauteur de 3 millions de dollars. La copie finale de cette nouvelle institution est attendue en 2019. Et puis Djerba, symbole de la tolérance, cette île tunisienne abrite l'une des dernières communautés juives du Maghreb, communauté qui vit en parfaite harmonie depuis des décennies avec ses confrères musulmans. À Madagascar, tandis que les lois électorales ont été promulguées ce dimanche 13 mai par le président malgache, les contestations ne désemplissent pas. De nouvelles actions vont être mises en place par l'opposition cette semaine. Opposition pour qui la démission du chef de l'État reste une priorité. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. Les lois électorales sont désormais en vigueur à Madagascar. Toutes les lois ont en effet été promulguées par le président R. Rajoelinarimampianina, tandis que plusieurs dispositions de ces nouvelles lois avaient été jugées ce 3 mai 2018 contraires à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle malgache. Le président de la République peut décider soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des ministres selon les cas, soit de ne pas procéder à la promulgation. Malgré la promulgation des lois électorales, l'opposition malgache continue de réclamer la démission immédiate du chef de l'État et de son gouvernement et compte bien durcir le ton cette semaine. Les seules informations qu'ils ont communiquées jusqu'ici, c'est qu'ils allaient faire sortir les étudiants de l'université d'Antananarive demain pour renforcer le mouvement. Donc jusqu'ici, c'est le seul mouvement assez dur qu'ils ont communiqué officiellement. Après, il y aura les séries de discours et manifestations comme d'habitude sur le parvis de l'hôtel de ville. Une contestation qui prend de plus en plus d'ampleur. La Haute Cour constitutionnelle, quant à elle, doit répondre à la requête de déchéance du chef de l'État. Une réponse très attendue par les députés de l'opposition après 5 semaines de manifestations consécutives. La Somalie a lancé ce 13 mai 2018 le processus de révision de sa constitution. Une annonce du Premier ministre Hassan Ali Khair au cours du Congrès national qui s'est tenu à Mogadiscio. La copie finale de la nouvelle constitution est attendue en 2019. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. La révision de la Constitution a été lancée ce dimanche 13 mai 2018 par le gouvernement somalien. Une décision du gouvernement au terme d'une convention nationale qui s'est tenue à Mogadiscio en présence des parlementaires et des chefs religieux, ainsi que la société civile et les partenaires internationaux. L'accord que nous avons signé dans le bureau du Premier ministre en novembre dernier nous a permis de devenir un groupe uni sans aucune division. Selon cet accord, notre date limite pour expédier ce document était 2019. Mais notre président a déclaré que cela faisait trop long. C'est pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui. Actuellement régie par une constitution provisoire adoptée le 1er août 2012, la Somalie a prévu de préparer ce nouveau document avant les élections uninominales prévues pour 2020. Un processus qui sera financé à hauteur de 3 millions de dollars. Je confirme que 3 millions de dollars sont nécessaires pour finaliser le processus constitutionnel, mais que l'engagement doit conduire à l'élaboration d'un document créé par la Somalie, d'une pensée somalienne, d'une économie somalienne, de conseils somaliens et d'une nouvelle unité somalienne qui reconstruit la nation somalienne que nous avons perdue. Le Premier ministre, qui par ailleurs a dirigé la nation en lançant le processus, s'est ainsi engagé à apporter un soutien financier et politique au processus afin que le pays obtienne cette nouvelle constitution et laisse surtout un nouveau document pour la postérité.
Un meilleur accès au financement en 2018, c'est ce que propose le gouvernement camerounais aux petites et moyennes entreprises. D'autres mesures ont par ailleurs été mises en place pour l'essor du secteur privé, mais le chemin reste encore long pour une pérennisation effective des jeunes entreprises au Cameroun. Explication Nathalie Mou. Selon des estimations du groupement interpatronal du Cameroun, 80% des entreprises privées camerounaises disparaissent au bout de 2 ans faute de financement. Raison pour laquelle, en vertu des résolutions du Cameroun Business Forum de 2017, le gouvernement a mis en place un programme de facilité élargie de crédit pour les PME. De plus, le Cameroun dispose d'une loi datant du 18 avril 2013 portant incitation à la création d'entreprises. Le cadre juridique est tracé. Il y a des lois qui incitent à la création d'entreprises au Cameroun. De toutes les façons, il y a les centres de création d'entreprises qui sont créés dans les capitales régionales, notamment Yaoundé et Douala, où on peut créer une entreprise en quelques jours, 72 heures nous dit-on. Et pendant ce temps, il y a des exonérations fiscales qui sont proposées aux créateurs d'entreprises. Je crois que c'est 2 ans. Quand on a créé une entreprise au Cameroun, on peut faire 2 ans sans payer les impôts. De toutes les façons, il y a toute une loi qui a été promulguée en 2013 qui porte sur les exonérations fiscales qui participent de la promotion, n'est-ce pas, de la PME. Au Cameroun, 72 heures suffisent pour créer une entreprise. Toutefois, des lourdeurs administratives perdurent. De plus, l'accès insuffisant aux sources d'énergie ralentit l'industrialisation du pays. Des secteurs prioritaires comme le tourisme, le secteur agropastoral et les exportations peinent encore à émerger. Là où le problème se pose avec acuité, c'est l'accès au capital et à la terre, au foncier. Et justement, c'est là où les discussions achoppent souvent entre le public et le privé en matière de politique foncière. Elle est encore à parfaire au Cameroun si on veut améliorer durablement l'environnement des affaires. Et de deux, l'éternel problème du financement. Et vous voyez bien l'État s'y est mis avec la création de la banque des PME. Le secteur privé est reconnu dans la loi de finances 2018 du Cameroun comme le véritable moteur de l'économie. Il compte près de 100 000 entreprises et établissements privés qui opèrent dans des domaines variés. Les PME constituent plus de 60% des emplois et le niveau de contribution de leur chiffre d'affaires à l'économie est évalué à plus de 30%. Malgré ces chiffres, les petites et moyennes entreprises concourent encore faiblement à la valeur ajoutée nationale. À présent, cap sur Djerba en Tunisie. Cette île abrite quelques 1200 citoyens juifs dont la coexistence avec leurs voisins est un signe de tolérance mutuelle dans ce pays. 2 communautés qui coexistent depuis fort longtemps et qui se retrouvent chaque année à Griba afin de promouvoir le message de tolérance interreligieuse. C'est un sujet de Corinne Kandem. À l'heure où l'intégrisme et le fondamentalisme menacent les valeurs des religions, avec pour conséquence des exactions souvent graves comme le terrorisme, l'île tunisienne de Djerba pourrait être considérée comme l'un des messagers de la tolérance. Elle abrite une des dernières communautés juives du Maghreb, forte d'environ 1200 personnes. Communauté qui vit en parfaite harmonie depuis des décennies avec ses confrères musulmans. Au début du mois de mai, les juifs de Djerba se sont rassemblés autour de la plus ancienne synagogue d'Afrique, la Griba, qui est aussi le lieu d'un important pèlerinage qui reçoit environ 6000 fidèles chaque année. La Tunisie a été le foyer du judaïsme et des Arabes pendant des milliers d'années et sera leur domicile pendant des milliers d'autres. Nous n'utilisons pas le mot tolérance parce qu'il implique qu'il y ait une rancune qui a besoin d'être pardonnée. Nous coexistons en tant que frères. Il y a des similitudes entre un juif et un musulman, pas de différence. Ils sont semblables. Pourquoi parler de tolérance alors ? La tolérance n'est pas dans notre dictionnaire. La synagogue de la Griba et son pèlerinage présentent la particularité d'accueillir des musulmans. L'événement est un puissant signe de tolérance mutuelle à Djerba, où les 2 communautés coexistent depuis longtemps. Chaque année, des chefs religieux musulmans et des hommes politiques saisissent la possibilité d'aller à Griba pour promouvoir le message de tolérance interreligieuse. Nous voulons envoyer un message d'espoir pour la coexistence entre juifs et musulmans. Même les chrétiens étaient là par l'intermédiaire d'un responsable de l'Église et c'est aussi un message envoyé au monde. Malheureusement, il y a une montée de l'antisémitisme. Je pense qu'il est préférable que nous coexistions, que nous rompions les barrières et que nous créions une atmosphère d'amour, de cohésion.
Nous devons nous débarrasser de l'amertume, de la haine et de la méchanceté. C'est ce que nous voulons et la religion en laquelle je crois est une religion d'amour et un message de paix, un message de coexistence. J'espère que nous atteindrons un niveau de coexistence réelle entre les communautés juives et musulmanes. Les Juifs ont vécu en Tunisie depuis l'époque romaine et la communauté comptait autrefois 100 000 habitants. Mais la peur, la pauvreté et la discrimination ont provoqué plusieurs vagues d'émigration après la création d'Israël en 1948. Beaucoup ont quitté le pays après la guerre israélo-arabe de 1967, la plupart allant en France ou en Israël. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.